Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Ciné Club. Aujourd'hui, on rencontre Emmanuel Martinez Nantes, mais avant de converser avec lui, laissez-moi vous faire une brève présentation de ce personnage, de ce réalisateur. Eh bien, il y a des cinéastes qui fabriquent des images et d'autres qui les arrachent au réel. Et le parcours d'Emmanuel appartient à la seconde catégorie, si je puis dire. De Santiago de Cuba à Montréal, votre cinéma s'est construit en marge des circuits officiels, des budgets et parfois même des regards dominants du cinéma que l'on connaît. Pendant plus de 15 ans, vous avez filmé à Santiago, loin de la Havane, que l'on connaît plus à Cuba, et vous avez développé une œuvre indépendante, presque clandestine, où chaque film semble répondre à une nécessité plutôt qu'à une opportunité, ce qui est plutôt rare dans le monde du cinéma. Puis vient l'exil, et avec vous, une autre forme de lutte, celle de survivre, créer et témoigner en tant qu'immigrant afrodescendant en Amérique du Nord. Votre dernier long métrage, Un homme sous son influence, en 2023. Vous l'avez réalisé sans budget et on va en apprendre davantage quand vous avez fait pour réaliser ce film sans aucun moyen. Et puis, le 25 avril 2025, au Centrafricain à 19h, on vous retrouve pour regarder Histoire d'échecs, un long métrage dont vous allez nous parler. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter, s'il vous plaît? Premièrement, merci de m'inviter au Ciné-Club. Je serai très heureuse de montrer mon film. Et vous m'avez gâté beaucoup avec cette parole. Donc, je vais dire aussi que je suis espagnol fluent. Je parle espagnol, ok? J'apprends le français ici à Montréal et toujours j'essaie d'améliorer mon français. Et c'est ça, mais comme je viens de parler à Badi, ils sont excellent projet de ciné-club parce qu'il m'a invité à montrer les films que j'ai fait ici, non sont sur influence, mais il a dit, Vadi, tu sais quoi, je vais montrer les films que j'ai fait à Santiago de Cuba parce que je sens que lui est plus africain que celui que j'ai fait ici. Et c'est ça, je sens que j'ai beaucoup d'héritage africain dans ma famille aussi. Il y a beaucoup de noirs dans les parts le père de ma mère, c'est noir, et toute sa famille, c'est son côté, il vient de l'Afrique, là-bas, à Santiago de Cuba, ma ville, est une ville, il y a beaucoup de noirs, beaucoup d'esclavage, mais en même temps, on sont métis, on a beaucoup de métis là-bas parce qu'on sont les fils de l'Afrique pour tous les esclavages qu'on a là-bas. Mais aussi, on a beaucoup de blancs pour qu'on on été colonisés par l'Espagne, c'est ça. Donc, là-bas, on a créé une nouvelle race, un nouveau euh, métis, et c'est ça. Et donc, dans mon film Histoire des échecs, je sens qu'on peut regarder tout ce mélange de beaucoup de personnes blanches, noires, métisses, beaucoup de couleurs dans le film que j'ai fait à Santiago de Cuba. Et c'est ça, si tu me regardes de ces façons-là, on peut trouver beaucoup de ressemblements de la race et de l'héritage. C'est ça, il y a beaucoup d'héritage de l'Afrique dans mon film Histoire des échecs, c'est ça. À quel moment, toi, de ta vie, tu as voulu te reconnecter à ton africanité? À quel moment c'est devenu important pour toi de retrouver cette partie noire? Toujours était là, et c'est ça, c'est une chose que j'ai trouvé intéressante ici à Montréal parce que euh, à l'école là-bas, à Santiago de Cuba, j'ai grandi avec beaucoup de noirs, avec beaucoup de blancs, et ça me donne quelque chose de beaucoup de tolérance. Ça me donne la tolérance de pouvoir marcher, partager avec les noirs, avec les blancs, avec les métis, sans aucun problème de différence. C'est ça, là-bas, Santiago de Cuba, c'est une grande ville, c'est la deuxième ville de Cuba. Et là-bas, on fait un festival qui s'appelle Festival del Caribe. C'est le plus grand de tous les Caribiens. Et voilà, c'est une grande fête de 7 jours. Et quand tu profites de ce festival-là, donc, tu peux ressentir tout l'héritage de l'Afrique et bien sûr le mélange
que les Espagnols et les Africains font là-bas à Cuba, c'est ça. On sont fils de l'Afrique et de l'Espagne en même temps, c'est ça. On peut dire ça sans aucun problème, sans aucun vergogne, c'est ça. Je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que je suis, c'est ça. De ce mélange entre blanc et noir, ça me donne beaucoup de choses que pour moi, j'ai grandi beaucoup avec de mon côté de réalisateur. Et ça, c'est que je vais faire dans mon film, toutes mes réalisations, et que on a beaucoup de ces scènes entre noir, entre blanc, entre métis, et c'est ça que je vais faire toute ma vie, ce mélange-là. Est-ce que tu as l'impression de faire un peu du cinéma politique? Est-ce que tu as l'impression de dénoncer des choses et si oui, lesquelles? Et mon film, moi, son influence, je pense que c'est mon film plus politique. Mais n'est pas vraiment, je vais faire film politique. Par contre, j'aime beaucoup les films politiques, par exemple de Oliver Stone. J'ai grandi beaucoup avec beaucoup de films politiques. Mais je viens aussi d'un pays où on a parlé beaucoup de la politique. Je suis honnêtement très fatigué d'écouter politique tout le temps là-bas à Cuba. On a le communisme, on a parlé par la télévision, par exemple, tout le temps de la guerre entre les États-Unis et les Cubains. Tout le temps on parlait de politique et ça me fatigue beaucoup. Et c'est ça. C'est pour ça que toute ma vie, j'ai essayé de faire court-métrage, long-métrage, qui ne parlent pas de la politique, mais entre relations humaines. C'est ça. C'est ça. Dans tes films, qu'est-ce que tu aimes le plus adopter? Est-ce que tu aimes faire du documentaire, apporter quelque chose de réel, ou tu aimes la fiction, détourner un peu la réalité, apporter peut-être de la magie, des choses un peu pas naturelles, disons? Oui, j'aime beaucoup faire les films de fiction parce que j'aime beaucoup le travail avec les acteurs, mais aussi avec beaucoup de réalité, de la réalité, de parler du film de la fiction, mais faire le mélange entre la fiction et l'imagination. Tu comprends? Faire beaucoup de choses qu'en tant que scénariste, je peux créer à mon désir, à mon désir, c'est ça. Tu es aussi acteur. Est-ce qu'il y a un rôle que tu préfères entre la casquette de réalisateur et celui de l'acting? Et est-ce que le fait d'être acteur aujourd'hui, maintenant, ça te permet peut-être d'avoir encore plus d'imagination, d'idées pour lorsque tu écris tes films? Alors, ce qui se passe, c'est que j'aime beaucoup le cinéma pendant que je suis enfant, mais pour apprendre à faire le cinéma, là-bas à Cuba, j'ai été comédien d'un groupe de théâtre. J'étais dans un groupe de théâtre 3 ans, j'ai fait beaucoup d'acting. Et le théâtre m'a donné beaucoup d'expérience en tant que comédien. Et aussi, là-bas, j'ai appris beaucoup de choses de la dramaturgie, de travailler entre comédiens, de travailler entre êtres humains, c'est ça. Parce que quand on travaille, quand on est dans le théâtre, dans un groupe de théâtre, on a appris beaucoup de choses de la tolérance, d'écouter les autres, et c'est ça. Et ça m'a donné beaucoup d'expérience quand j'ai commencé à faire le cinéma. J'ai commencé à faire le théâtre avec 17 ans, mais j'ai commencé le cinéma quand j'avais 20 ans. Et ça, le théâtre m'a donné beaucoup d'expérience. Et c'est ça. Et en tant que comédien, je sais comment les parler avec les autres comédiens quand eux jouaient dans mon film. C'est ça. Il me donne beaucoup d'expérience. C'est ça. On fait le cinéma pour l'expérience. Et pour répondre à ton question, oui, j'aime beaucoup les réalisateurs qui sont comédiens en même temps, comme par exemple Orson Welles, Charles Chaplin, Buster Keaton, Rainer Werner Fassbinder, John Cassavetes, Mel Gibson, Kevin Costner, Clint Eastwood, ces réalisateurs qui sont en même temps que comédiens. Spike Lee parfois, Spike Lee a commencé comme comédien, il jouait très bien aussi quand il fait son premier film. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas continuer, mais il était très bon comédien, Spike Lee. C'est ça, quand tu joues dans ton propre film, il te donne quelques. Je ne sais pas comment ça se dit. Il te donne la parole, il te donne l'espoir, il te donne l'honnêteté
de dire, ok, je vais dire quelque chose en tant que réalisateur et scénariste, mais en même temps, je joue dedans le film, ok? Je peux donner la parole, j'ai la responsabilité de donner la parole, you know, tu mets ton cœur dedans, et ça te donne beaucoup de dignité, c'est ça. Il te donne la dignité quand tu joues dans ton propre film. C'est ça, c'est comme ton drapeau. Tu es le drapeau, c'est ton politique. Ton film est plus important que quelque chose de politique. Ton film, c'est ton parole, c'est ton pays. C'est la chose plus importante que toi. C'est ça. Dans l'univers du cinéma hispanophone, on parle beaucoup des... En tout cas, ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est beaucoup les telenovelas mexicaines, argentines, colombiennes. On parle peut-être un petit peu moins du cinéma cubain. Est-ce que toi, tu as une réponse à ça? Tu me fais une question que jamais je pensais à ça, mais je te vais dire une chose. Le créateur de la soap opéra, de la novela, il vient de ma province. Il s'appelle. ¿Cómo se llama lui? Oh mon Dios. Il a créé la radionovela que s'appelle El Derecho de Nacer, le droit d'aimer. Et ça a créé une nouvelle genre que c'est devenu mondial, global. Parce que c'était une radionovela, il était broadcasting par la radio. Après ça, il fait la soap opera, le show télévisif, la TV series, et ça a commencé à grandir la soap opera pour toute la Latinoamérique. Mais c'est une question intéressante. Je me souviens quand j'étais enfant, là-bas, ma grand-mère qui m'a fait grandir, la mère de ma maman, en tant qu'il me fait le petit déjeuner pour tout le matin, il écoutait la radionovela. À une radio, il me prépare le petit déjeuner, il écoutait la radionovela que tous les jours, il était broadcasting pour la matin. Oui, c'était populaire, très populaire à l'époque, les années 60, 70, 60, 80, 90, c'était très populaire entre la vieille population. Je pense que pas maintenant avec les young generation. Matière Grise a créé le Ciné Club pour mettre davantage de films indépendants sur le devant de la scène. Est-ce que toi, tu as des idées pour pallier au manquement de films indépendants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir davantage de budget? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces films soient présentés dans les grandes salles? Je viens de regarder, je suis très fier qu'ici à Montréal, il y a une grande communauté de réalisateurs émergents qui viennent de pays différents, qu'eux ne sont pas québécois. Par exemple, Madikuba, Karim, je viens de jouer dans un long métrage d'un ami algérien. Il y a réalisateurs libanais, réalisateurs latino-américains, réalisateurs qui viennent de l'Europe de l'Est, réalisateurs de beaucoup de pays africains, réalisateurs haïtiens. Et tu sais quoi? Il y a une grande communauté de réalisateurs émergents qui travaillent, et que eux travaillent, nous, je peux dire de moi aussi, qu'on travaille sans budget. Parce qu'on n'a pas la chance de prendre un budget pour faire le film. Et on travaille sans budget, et c'est dur, mais en même temps, ça nous donne beaucoup d'espoir que maintenant on a une grande communauté et nous sommes réunis maintenant, nous sommes ensemble, on travaille ensemble. Il y a deux grands festivals qui ont commencé à grandir beaucoup, c'est le festival Plein d'Ensemble, qui s'organise par Oki, et aussi le festival de Laval, Miss Laval, qui s'organise par Charbel et André Molina, qui sont plus thématiques arabes et latino-américaines, mais aussi eux sont ouverts à la diversité. Et je pense, et je viens de parler ça avec Badi Cuba, que d'ici à 2 ou 3 ans, on va avoir un fonds, un grand pour nous, pour continuer de travailler au cinéma et pour dire que nous sommes ici, on est ici déjà, et on va continuer à faire le film. Et c'est ça. Et c'est ça. Nous sommes les réalisateurs de la résistance. Et on va voir. Donc pour toi, ça va aller de mieux en mieux. Oui, j'étais ici depuis 6 ans et j'ai joué dans 3 films longs métrages et ça me donne beaucoup d'espoir. Et ça, je viens de constater ça. Et oui, on va améliorer beaucoup. On va avoir beaucoup de production pour le futur et pour les personnes aussi. Et pour ton film, justement, Un homme
sous son influence. Comment tu avais fait sans budget pour le réaliser? Est-ce que tu as des conseils peut-être à donner à d'autres réalisateurs? C'est très dur. Je l'ai fait sans budget. C'était très dur, très dur. Et je pense qu'il y a beaucoup de chances de trouver beaucoup de comédiens très talentueux ont joué dans mon film sans demander rien d'argent. C'est ça, j'étais très chanceux de C'est la ça. collaboration du coup qui t'a aidé à faire ce film. Oui, ça m'a ouvert beaucoup de portes, beaucoup de portes. Et c'est ça, on a commencé à grandir beaucoup avec les autres réalisateurs aussi, qu'on a les rêves de continuer de faire le cinéma parce qu'on a une seule vie à vivre. Et on a beaucoup d'espoir qu'on peut continuer à travailler et de faire des films et de montrer à la population. Et ça, c'est important. On habite dans une ville, Montréal, et c'est une ville avec beaucoup d'activités culturelles et le cinéma est culturel aussi. Par exemple, tu peux aller voir la bière ou tu peux aller regarder une exposition de peinture, mais aussi tu peux venir cet samedi à regarder notre film. Et c'est ça, par exemple, mon fils était fait à Cuba, mais je suis ici maintenant. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'auteur de le film. Le film s'est fait à Cuba, mais je suis de descendant africain aussi. Mais pourquoi pas tu ne pas venir à regarder le film? C'est important. Par exemple, si un chanteur fait son album à Inglaterra ou à Puerto Rico, par exemple Bad Bunny, il parle en espagnol, il fait son album à Puerto Rico, mais il chante à Miami. Tu comprends? La personne de Miami va aller à regarder, à écouter à Bad Bunny. Mais mon film s'était fait à Santiago de Cuba, mais se va montrer ici. Tu comprends? C'est la œuvre et c'est l'auteur. Tu comprends? C'est une chose qui peut connecter. L'art peut connecter à beaucoup de gens de différents pays, de différentes cultures, de différentes religions. L'art peut communiquer beaucoup. C'est ça. Pour terminer l'entrevue, est-ce que tu pourrais nous pitcher en quelques mots Histoire d'échec et inviter le monde à venir le 25 avril au Centrafrica à 19h pour visionner ton film et te rencontrer aussi, parce qu'on te posera des questions en fin de séance. Histoire d'échec, c'est un film très fort. Et je vous invite à venir à regarder le film. On va passer une très belle soirée avec beaucoup d'activités. Et voilà, viens à regarder le film que, que vous ne pouvez pas rencontrer à notre place. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous pour m'inviter. Avec grand plaisir. À bientôt et puis on se retrouvera prochainement pour un troisième épisode du Ciné Club. À bientôt.